j'ai vu dans une interview de l'Orne républicain, enfin le journal local de l'Orne où Jean-Marie Straub a tourné son dernier film d'après Bernanos. Or, là, tout à coup, le jeune vieux Jean-Marie Straub disait après tout, s'ils volent mes films sur YouTube, ils ont bien raison. Voilà. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il a changé et je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça assez sympathique, le fait que... Alors, est-ce que c'est la mort de Daniel qui l'a rendu plus sympathique? Je n'oserais pas le dire. Mais il se trouve qu'il a changé de point de vue entre cette engueulade d'il y a une dizaine d'années et maintenant, où manifestement il dit les films sont faits pour être volés. Il me semble que le fait que Jean-Marie Straub aille beaucoup voir Jean-Luc Godard à Rolle, il y passe beaucoup de temps, il me semble que c'est Godard qui a dû le convaincre pour lui dire, bah écoute, voilà, quoi, voilà, je pense que c'est Godard qui a dû convaincre Jean-Marie de lui dire, mais voilà, nos films sont faits pour être volés, et puis, et puis, et puis rassure-toi, contente-toi, sois heureux que tout le monde voit tes films, même si tu touches pas un centime là-dessus. Enfin, les films entrent dans l'ère démocratique du cinéma. Ouais. Pour la première fois, on fait des films, et pour la première fois, ces films peuvent être vus dans le monde entier, dans les pays les plus reculés du monde. C'est ça. Voilà. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Voilà. Dans l'ombre. Rappelle-toi, quand nous avons commencé de connaître le cinéma, nous étions dans l'ombre, et dans l'ombre d'une salle de cinéma, dans l'ombre d'un désir, dans l'ombre d'un amour, dans l'ombre d'un projecteur, dans l'ombre. Voilà. Et cette ombre, maintenant, elle n'est pas à l'échelle d'une biographie, elle n'est pas à l'échelle d'une salle, elle n'est pas à l'échelle d'un pays. Elle est, oui, l'ombre devient... Alors, est-ce que... C'est une révolution. Parce que le cinéma a commencé par une salle de projection. Après, dans les années 50, on a pu montrer les films sur un écran de télévision. Après, à partir des années 70, on a pu les montrer en vidéocassette, puis en DVD, puis en Blu-ray. Et maintenant, on peut les voir par Internet, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à n'importe quel film. Ah oui, oui, mais moi je me permettrais de te corriger, enfin très fraternellement, justement, pas n'importe qui. Parce que on va aller chercher les films qu'on veut voir. Donc, en fait, bien que cette technologie soit un tout petit peu excentrique et internationale, non, on va bien aller voir ce qu'on veut voir. Et c'est ça qui est assez magnifique. Mais je corrigerai un petit peu ton point de vue, Oui. en sachant que Oui. la technique, grâce à des liens, nous permet, quand on cherche un film, il nous permet aussi d'aller dans des recherches associées, et il nous permet de voir des films auxquels on n'aurait pas songé, et qui vont nous intéresser aussi. Tu penses à Fernand Reynaud? Je pense, mais à chaque fois que je vais voir un film sur Internet, systématiquement, je regarde dans la colonne de droite, il y a toujours des films qui ont un rapport. Alors ça peut être un rapport lointain, ça peut être un rapport par l'acteur, par le réalisateur, par le pays, par le thème, ça peut être... mais ça peut nous amener vers des possibilités qu'on n'avait pas prévues au départ. C'est-à-dire que ça va nous permettre de voir des films qu'on n'imaginait même pas qu'on irait voir un jour. Bah, quand j'ai débarqué à Paris à la Cinémathèque, c'est en gros... Quand je connaissais rien au cinéma, on construisait nos programmes un petit peu comme ça quand même, non? Totalement. C'est-à-dire que l'ère d'Internet nous permet de revenir, de retomber sur nos pieds. C'est ça. Simplement, on fait moins de kilomètres.
Souviens-toi, moi je faisais beaucoup de centaines de kilomètres pour aller voir certains films. À pied. Oui, mais en voiture aussi, parce que par exemple, pour aller voir un film, je me souviens pour aller voir tous les films de Garrel en 1975, j'étais allé à Digne, dans le fin fond des Alpes du Sud. Ah oui. Et c'était très intéressant parce que j'étais pas le seul à faire ce trajet-là. Il y avait d'autres personnes qui avaient fait exactement le même trajet pour les mêmes raisons et nous nous sommes rencontrés. Et donc il y avait aussi une façon de communier. Alors que là, c'est vrai qu'Internet, c'est plus solitaire. Ouais. Oui, mais oui. Et quand tu es arrivé à Digne avec ta petite 2 chevaux, enfin, j'imagine. Non, j'étais allé par le train. Bon, par le train, peu importe. Oui, bon, bref. Est-ce que les gens étaient si sympathiques quand on arrivait à... Moi j'ai le souvenir... J'ai le souvenir d'arriver dans des festivals, par exemple le festival de Valence. En fait, les gens n'étaient pas très sympathiques. Mais tu parles des gens, tu parles des spectateurs ou des gens du cru? Des organisateurs. Alors que finalement, quand on est sur Internet, on n'est pas obligé de voir la gueule des gens, quoi. Après tout, c'est pas plus mal. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Tout dépend des lieux. Par exemple, à Digne, Pierre Quérel était un type absolument épatant, une sorte d'humaniste éclairé, et qui était un fou, qui était en totale rébellion dans sa ville. C'est-à-dire qu'il présentait des films qu'il était le seul à aimer à Digne. Et les spectateurs qui étaient là venaient de partout, sauf de Digne. Ils venaient de toute la France. Il y en a même qui venaient d'Italie, je me souviens. Et c'était ça qui était aussi très intéressant. C'est-à-dire il y avait comme ça un acte d'opposition à toute une... Une municipalité? Pas la municipalité, je parle de la ville en général. Ils se foutaient totalement du cinéma. Et encore, alors là, quand on pense qu'à Digne, il passait son temps à montrer les films de Straub, de Garrel, de Marguerite Duras, de Godard, et de plein d'autres cinéastes, de Werner Schröter. Là-bas, ça t'a marqué, Digne. Hein. Oui, mais c'était le festival le plus étonnant qu'on ait pu trouver, et dans un endroit complètement étonnant, au fin fond des montagnes. Bah oui, Digne, c'est une des plus belles villes du monde. Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Alors, attends. Après, Taormina, quand même. Après, oui. Non, attends, oui. Alors, donc, le festival de Digne, c'est terminé quand, alors? Alors, ça, je suis pas le festival de Digne ne s'est jamais arrêté, mais simplement, Pierre Quérel l'a organisé de 1973 à 1982, exactement pendant 10 ans, et après il a rendu son tablier, on peut dire, et c'est une autre personne qui l'a organisé, mais sur d'autres bases, sur une base beaucoup plus art et essai normal, entre guillemets, qui n'a plus rien à voir avec le travail de Quérel. C'est devenu un autre festival, avec d'autres films qui étaient montrés, avec d'autres cinéastes qui étaient invités, ça n'avait plus rien à voir, le côté utopie de Pierre Quérel a complètement disparu avec et Pierre Quérel, qu'est-ce qu'il est devenu Pierre Quérel, lui, il était enseignant au lycée enseignant de français au lycée de Digne. Il a continué comme enseignant, après il a pris sa retraite et il coule des jours tranquilles à Digne. Il faut lui rendre hommage à celui-là. Mais moi, je lui ai rendu hommage à plusieurs reprises, avec notamment les Philippe Garrel à Digne, les films que j'ai fait. Donc, il y en a un qui est dédié à Pierre Quérel. Et d'ailleurs, j'ai vu que Skorecki récemment avait fait un hommage à Pierre Quérel en disant que le Digne était le festival le plus extraordinaire qu'il avait visité dans sa vie. Mieux que hier, quoi. Ah oui, très au-dessus. Et même Marguerite Duras, dans toutes les interviews de l'époque, disait toujours, ainsi que Raoul Ruiz, je précise, disait toujours, les rencontres de Digne, c'est le festival le plus extraordinaire qui existe au monde. Et il le disait dans toutes les interviews. Ils l'ont pas dit une fois. Ils auraient pu le dire une fois par provocation. Non, pas du tout. Et c'était un lieu d'utopie où, quand on arrivait là-bas, on avait franchi, on passait de l'autre côté du miroir. Et les cinéastes qui étaient invités et qui venaient là, alors là, ils n'avaient jamais connu ça. Quoi. C'était quelque chose c'est très difficile à expliquer. Il fallait vraiment le vivre. Quoi. C'était vraiment, il y avait quelque chose d'humain. Oui, excuse-moi de t'interrompre, je te demande pardon. Et ça te manque, ça? Ah ben ça manque à tous ceux qui y ont participé. Tu vois, c'était
des lieux comme ça n'existe plus. Et ça fait très longtemps que ça n'existe plus dans le cinéma, bien sûr. Mais c'était lié à une époque. S'il n'y avait pas eu mai 68, les rencontres de Dean n'auraient jamais existé. Ça, évidemment. Parce que c'est un épiphénomène. Monsieur Pierre Quérel était un militant d'extrême gauche? Pas du tout. C'était un penseur. Pour moi, c'était un poète et un philosophe. Donc c'était un amoureux du cinéma. Ah, plus que du cinéma. Je crois qu'il était plus amoureux. Au départ, c'était plus un amoureux de la littérature. Mais c'était un amoureux du cinéma aussi, évidemment. C'était quelqu'un qui, quand il a créé ses rencontres, je crois qu'il était aussi, il y avait un côté naïf. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui n'existait pas. Il n'y avait pas de lieu comme ça. Parce que si tu veux, c'est ça qui m'intéresse un petit peu dans ce que tu me dis, quoi. Parce que tu vois, entre 69, où je débarque à Paris, où je tente de faire un peu de cinéma, et puis maintenant, je m'aperçois quand même que c'est quand même la littérature, enfin, tu vois, les livres qui sont tout autour de cette pièce, etc., alors qu'il n'y a pas beaucoup de bobines. Mais là, tout est dit, puisque aujourd'hui, les films qu'on voit sont faits par des cinéastes qui ne lisent pas, alors que tout le cinéma jusqu'aux années 60 est fait par des cinéastes qui connaissaient parfaitement la littérature. Il n'existait pas de cinéastes, enfin parmi les cinéastes qui comptaient, qui n'avaient pas une connaissance parfaite de la littérature, à l'évidence. Tu imagines John Ford, tous ces cinéastes... John Ford, il lisait la Bible. Ils connaissaient leurs classiques, ils connaissaient les bases. Mais la Bible, excuse-moi, la Bible c'est important quand même. Or, mais qui lit la Bible aujourd'hui? Sais-tu qu'il y a des gens qui ne savent même pas lire aujourd'hui? Ça peut paraître surprenant de dire une chose pareille, mais il y a des gens qui, quand je reçois des courriers, les gens ne savent pas écrire. Donc j'imagine qu'ils ne lisent pas. Omar Sy. Dans un film de John Ford qui s'appelle Wagon Master, au début du film, il y a une espèce d'hésitation. Les deux acteurs, dont l'un s'appelle... bon, enfin bref, j'ai oublié les noms des acteurs. Peu importe, c'est pas grave. Les deux acteurs ne savent pas s'ils doivent rejoindre les Mormons. Les Mormons qui veulent rejoindre la terre promise. Voilà, on est dans la Bible précisément. C'est bien pour ça que... voilà, la Bible. Et John Ford, très intelligemment et très bellement et très cinématographiquement et très plastiquement, montre comment ces deux westerners, enfin ces deux acteurs, ces deux hommes qui sont un petit peu sans attache, vont aider les Mormons ils vont aller les accompagner vers la terre promise. Mais, et c'est là où John Ford est très intéressant, mais tout en sachant qu'ils ne sont pas Mormons, ils ne font pas partie de cette communauté, mais ils comprennent qu'ils veulent aller vers la terre promise. Alors John Ford, eh bien très intelligemment, parce que c'est un très grand metteur en scène, John Ford construit une très longue barrière. Et sur le côté gauche, nous avons tout le convoi des Mormons qui vont vers la terre promise. Et sur le côté droit, donc de l'autre côté de la barrière, nous avons les deux cavaliers. Deux cavaliers, c'est un autre film de John Ford. Eh bien, nous avons les deux cavaliers qui hésitent à franchir la barrière, et puis qui un jour, à la fin du jour, vont franchir la barrière pour les accompagner provisoirement. Voilà. Pourquoi est-ce que je te parle de ce film?
Parce que ça me... parce que John Ford m'intéresse de plus en plus et que la Bible m'intéresse de plus en plus. Voilà. Pourquoi John Ford? Pourquoi la Bible? La fidélité, bien sûr. La fidélité. La fidélité. La fidélité. Pourquoi est-ce qu'on se parle tous les deux, quoi? Ben, la fidélité, quoi. Malgré on s'est engueulé 40 fois. La fidélité, voilà. Alors évidemment, ce mot-là a quelque chose un peu dérisoire, un peu couillon en quelque sorte, parce que ce mot-là est très couillon. Oui, oui, oui. Le mot fidélité, on voit ça dans les émissions de télévision. Du style Planète Justice, et puis il y a le type qui lui a filé 45 coups de couteau, qui fait ma femme a été infidèle, je lui ai filé 45 coups de couteau. Bah oui, bon, bah, ça c'est un peu couillon. Donc on peut avoir une notion de la fidélité un tout petit peu plus élevée. Tout ça nous éloigne de Yoshida. Ah, tout ça nous éloigne de Yoshida. Bah, c'est toi qui le dis, hein. Yoshida, tu veux dire la source thermale. Le onsen, comme on dit en japonais, la source thermale, oui, oui. Ça ne nous éloigne pas, on y arrive peut-être. Parce que justement, c'est un film c'est un film qui parle quand même pas mal de la fidélité, non? Il me semble. Oui, bien sûr. Hein? Mais d'abord, sur... tu as dit Oshima, non? Yoshida. Ah oui. Pardon. La source thermale d'Akitsu. Voilà, Akitsu. Alors, est-ce que tu sais que d'abord au Japon, ben, je sais que tu le sais, la source thermale, c'est aussi une façon de retrouver ses propres mots. En France, quand on va à la source thermale, c'est pour se faire un massage. Mais non, pas du tout. Non, au Japon, c'est très très différent. On retrouve ces mots, mots M-O-T, ces mots. Voilà. Là, alors, donc ce film parle un petit peu de ça quand même aussi. Pas uniquement, mais aussi. C'est-à-dire comment retrouver sa propre langue. Parce que si tu te souviens, quand le jeune homme il revient de la guerre, il n'a plus de mots, il n'a plus aucun vocabulaire, il n'a plus aucun dictionnaire, il n'a plus aucune référence, il n'a plus aucun référent, il n'a plus signifié, signifiant, etc. Enfin, il n'a plus de langue, quoi. Et puis, voilà, c'est dans cet espace chaud, humide, vaginal, qu'il va retrouver sa langue. Oui, alors ce film, bah oui, bah, je crois qu'on en a parlé souvent, c'est un des plus beaux films du monde. Ouais. Moi, je pense que tu le sais bien, d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on est là on est là tout à coup. Et pourquoi ce film est si beau? Moi, je dirais d'abord, mais on pourra peut-être affiner petit à petit. Moi, je dirais d'abord que le film est très 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 beau parce que la musique est très 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 belle. Voilà. Moi, je pense que c'est d'abord par la musique que le film nous touche et nous accroche et nous émeut et nous bouleverse et nous renverse. Parce que c'est un film renversant. Moi, je pense que c'est d'abord la musique. Alors, souvent, j'ai fait la comparaison entre deux films qui ont tenté de faire le même coup, au sens coup avec les guillemets qui s'imposent
le coup éditorial. Le mépris de Jean-Luc Godard et la source d'Akita de Yoshida. Or, il me semble quand même que dans Yoshida, la musique est non seulement elle est plus belle, comment dire, elle est plus belle intrinsèquement, mais ça veut rien dire, ça c'est très très subjectif ce que je veux dire là. Bon, non, mais non seulement elle est plus belle subjectivement, je le pense, mais en plus la musique est utilisée d'une manière cinématographiquement un peu plus intelligente. En sens que dans le mépris, on sent très bien que la musique de Georges Delerue, qui n'est pas mal d'ailleurs, qui est même très très belle, on sent très très bien que Godard, là, veut faire une provoque très godardienne, comme d'habitude, très godardienne, en disant, voilà. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Dans le film de Yoshida, la musique est coulée dans l'histoire, dans l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, dans Le Mépris, on sent très bien que Jean-Luc Godard, comme d'habitude d'ailleurs, dans Le Mépris, on sent très bien que Jean-Luc Godard se fout complètement de son histoire, comme d'habitude. Alors que dans le film de Yoshida, on sent très bien que la musique accompagne l'évolution de nos deux personnages. Et qu'est-ce que c'est que ces deux personnages? Eh bien, c'est un jeune homme qui revient de la guerre et qui est meurtri, et c'est une jeune femme qui n'a pas d'avenir, et ils vont vers la mort ensemble. Et en quelque sorte, pourquoi ce film bouleverse, pourquoi ce film a toujours bouleversé, c'est parce que je pense que c'est une idée du cinéma. C'est-à-dire que je pense que le cinéma vient de la mort et que le cinéma retourne à la mort. Et je n'ai jamais vu un film aussi beau que ce film de Yoshida qui nous parle en 1 h 30 de l'histoire du cinéma qui vient de la mort et qui repart à la mort. C'est-à-dire cette espèce de fracassement d'une aile de papillon, d'insupportable beauté immédiate et insupportablement banale. Et voilà l'histoire de ce film. Maintenant, si tu veux, je pourrais te dire d'autres choses sur ce plus que magnifique film, plus que merveilleux film, plus que beau, parce que ce film est plus que de la beauté. Ce film donne de la joie à l'obsession. Parce que souvent, tu comprends, l'obsession, c'est assez douloureux. Or, avec ce film, cette obsession n'est pas douloureuse. Et quand je pense au film de Yoshida, avec cette musique qui est pour moi une des plus belles musiques de l'histoire du cinéma. Et moi, j'ai un tout petit peu étudié l'histoire de la musique. Voilà, il me semble, voilà, quand j'ai un tout petit peu écouté la musique du Mépris de Georges Delerue, bon, je vois que j'entends que cette musique de Georges Delerue, elle vient évidemment de Gustav Mahler, bon, bien sûr. Or, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la musique du film de Yoshida, là.
cette musique vient du jeune Webern. Et si tu écoutes un jour le pardon, chant de printemps de Anton Webern, c'est un poème symphonique de jeunesse d'Anton Webern. Alors, bah, évidemment, on n'est pas loin de Webern, on n'est pas loin de Mahler, pardon, quand on parle de ça. Mais pourquoi est-ce que je raconte ces bêtises? Eh bien, voilà, la différence entre la musique du mépris et la différence et la musique du film de Yoshida, c'est ça, c'est cette petite différence qu'il y a entre Mahler et Webern. C'est-à-dire, il me semble que Yoshida a franchi cette petite différence entre le classicisme et l'éternité. Voilà. Et moi, il me semble que ce film appartient à l'éternité, alors que le film Le Mépris appartient au DVD. Enfin, c'est-à-dire qu'on achètera toujours les DVD à la Fnac du Mépris, alors que le film de Yoshida est 1000 fois plus beau, 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 mais 100 000 fois plus beau. Alors pourquoi le film de Yoshida est 100 000 fois plus beau? Oh, bah ça c'est pas compliqué. Le film de Yoshida est 100 000 fois plus beau parce que le metteur en scène, dans le film, le metteur en scène, Yoshida, il croit en son sujet, il croit en son histoire. Il veut, quand l'actrice et quand l'acteur disent « je veux mourir », il le pense lui-même. Alors que Godard, on sent très bien que quand Godard filme Le Mépris, on sent très bien qu'il veut piquer du pognon à Carlo Ponti et qu'il s'en fout complètement. Ça, c'est extrêmement différent, quoi. Voilà. C'est l'extrême différence entre Yoshida et Godard. Yoshida, il y croit. Ça s'appelle, appelez ça, si vous voulez, de la religion, appelez ça ce que vous voulez. Appelez ça, moi j'appelle ça de l'honnêteté, après tout. Pourquoi le mot honnêteté, c'est plutôt pas mal. Enfin, voilà. Eh bien, Yoshishige Yoshida, il y croit à son film. Alors que Godard, il y croit pas, il s'en fout, il veut piquer du pognon à Carlo Ponti, et puis c'est tout. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que quand Godard a fait Le Mépris, il a eu une espèce de... Enfin, non, mais de toute façon, je l'ai déjà dit avant, quoi. Quand Godard a fait Le Mépris, il a eu une espèce de fausse gloire. Pardon. Parce que Piccoli a écrit un bouquin que j'ai lu d'ailleurs, en disant, voilà, c'était un génie, blablabla. Et puis Godard disait, oui, moi j'ai lu les cahiers du cinéma et tout ça. Et Piccoli disait, je vais à Pompéi pendant le week-end, pendant qu'on ne tourne pas. Et Godard disait, moi je retourne à Paris parce que j'aime Karina. Et en plus, Godard avait l'audace. Je ne mets pas de H à audace, non. Mais enfin, à la limite, ça pas mal. Ouais. L'audace. Ouais, l'audace. Ouais. Et Godard, en plus, il rajoutait... moi, je préfère une femme vivante, disait-il à Piccoli qui allait voir Pompéi. Moi, je préfère une femme vivante à une ville morte. Ça, c'est un joli mot, oui. Eh ben non, je suis désolé. Moi, je ne suis plus godardien. Je ne suis plus godardien.
Il y avait un jour, Marguerite Duras, elle avait écrit un truc dans Libération, ça remonte à Belle Lurette, je ne sais plus quoi. Et qu'est devenue Belle Lurette? Hein? Qu'est devenue Belle Lurette? Ah, mais qui est la Belle Lurette, oui. Comme tu dis, oui. Ça, la Belle Lurette, ça, celle-là, je la cherche encore, oui. Ouais, la Belle Lurette. La Belle Lurette, si tu veux, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée, mais celle-là. D'ailleurs, si un jour elle voit le film, elle se reconnaîtra. C'était une femme que j'ai beaucoup aimée. On peut couper parce qu'il faut que j'aille pisser, là. Je te demande pardon. Parce que il y a dans le film de Yoshida quelque chose qui, moi, me bouleverse. Mais tu n'es pas obligé de partager mon point de vue, mais c'est le travelling latéral. Et enfin, c'est la première fois, ou non, c'est pas la première fois, c'est la seule fois de ma vie, c'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu, senti, entendu, au double sens du terme, c'est-à-dire au sens oreille, enfin au sens auditif et au sens cognitif, voilà, entendu. La liaison, le rapport, la congruence, comme on dit aujourd'hui, congruence, c'est pas un mot très joli, mais enfin bref, entre le travelling latéral et la musique. Voilà. Eh bien, voilà. Et ça voilà, le travelling latéral sur les rochers, qui vont aboutir à quoi? Ben, à la mort, évidemment, à la mort. Ce travelling latéral sur les rochers qui aboutissent à la mort et la musique, moi, je veux dire, j'ai jamais vu un film pareil, jamais. Moi, j'ai pas vu tous les films de l'histoire de l'humanité, bien sûr. Moi, j'aimerais bien en voir beaucoup plus, mais j'avoue que ce film-là m'a beaucoup marqué. Pour ça, pour cette fuite en avant. Non, pas en avant précisément, justement. Non, pas cette fuite en avant. Pour cette fuite devant. Voilà, c'est ça. Pour cette fuite devant. Cette fuite devant quoi? Ben devant nous, voilà. Et c'est sans doute pourquoi le film est tellement émouvant et bouleversant, etc. Parce que c'est pas une fuite en avant. De temps en temps, c'est bien de faire des lapsus ou des erreurs de langage, parce que non, c'est pas une fuite en avant, c'est une fuite devant. Il fuit devant nous. Il fuit devant nous. Voilà. Et moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi le film pour moi, est un des plus beaux films de l'histoire de l'humanité. Bon, enfin, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce film-là ne soit pas considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma, parce que pour moi, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Mais voilà, il y a des gens qui préfèrent 2000 ans Odyssée de l'espace, qui est pas mal non plus d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même, c'est autre chose. Non, mais Kubrick, c'est bien. Non, mais Kubrick, j'ai rien contre Kubrick, mais rien du tout. Enfin, Yoshida, c'est un... Voilà, je dirais quelque chose comme ça, peut-être que je me trompe. C'est le prêtre. Yoshida, je vois un petit peu comment il vit au Japon. Je crois qu'il est encore de ce monde. Oui, il est encore vivant. Oui, je crois qu'il est encore vivant. Yoshida est un prêtre réel, alors que Straub et Godard sont des faux prêtres. Voilà. C'est ça la différence. Voilà. Yoshida, c'est un vrai prêtre, c'est-à-dire qu'il vit, quand il parle d'amour, le mot amour, pour lui, ça veut dire quelque chose. Alors que quand Godard et Straub, ils parlent d'amour, c'est du pipi de chat. Ça, ils y croient pas. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi je préfère.
C'est pas l'éloge de l'amour. C'est pas par hasard qu'il a écrit Éloge de l'amour, parce que ça ne sont que des mots. Il a trouvé cette phrase-là dans Saint-Augustin, mais ce ne sont que des mots. Alors que j'ai vu Yoshida avec sa femme, qui sont quand même des gens un peu plus dignes. Mais la source thermale d'Akitsu, c'est une histoire, mais c'est aussi l'histoire. C'est aussi d'une certaine façon l'histoire du Japon. Du Japon. Exactement. C'est aussi l'histoire. Et il y a une sorte de symbiose entre les deux. Voilà. Comment ne plus accepter d'être japonais? Comment ne plus accepter d'être japonais comme avant? Ouais. Oui, et comme par hasard, ce film-là, moi je trouve que oui, non, bah alors là, mon Dieu, et tu crois pas si bien dire. Ce film-là a une actualité extrême avec Fukushima. Ouais. Est-ce que tu es au courant il y a il y a 15 jours, un acteur qui s'appelle Mr. Yamamoto, qui est un acteur assez célèbre, paraît-il, bon, je ne suis plus au Japon depuis longtemps, qui est un acteur et qui est un député. Donc, il a une double casquette. Il a essayé d'aller voir l'empereur. L'empereur, il s'appelle Monsieur Akihito. Je dis bien Monsieur Akihito, hein, parce que, quand même pas exagérer, maintenant, bon, bref. Même si Tomoko, elle ne sera pas tout à fait d'accord pour que je l'appelle Monsieur Akihito, mais enfin bon. Monsieur Akihito. Eh bien, Monsieur Akihito a fait comprendre à l'acteur député qui voulait lui remettre une lettre en main propre pour lui dire Monseigneur, ou machin, je sais pas quoi, faites attention, Fukushima, ça devient extrêmement dangereux. Ne vous rendez pas compte, on est sur une poudrière, il faudrait quand même que vous réagissiez un tout petit peu. Eh bien, cet acteur-là, non seulement il a été refoulé, évidemment, il a été... oh, on ne touche pas l'empereur, bon, ça sur un air connu. Mais en plus, toute la classe politique a dit « Oh, quelle horreur comment un député ose-t-il amener une lettre à l'empereur ?» Et il ne l'a pas, à ce que je sache, il ne l'a pas agressé, non. Il voulait simplement lui remettre une lettre. Ce qui prouve quand même que la société japonaise est assez attardée. Oui, ça, je le sais. Hein. Voilà. Donc, le pauvre député a été éconduit. Bon, il n'a pas été en prison, bien sûr que non. Il est toujours député, il est toujours acteur. Alors, les journaux japonais disent oui, c'est un acteur en perte de vitesse, il a besoin de se faire une nouvelle publicité, etc. etc. Oui, peut-être, c'est possible, j'en sais rien. N'empêche que voilà, c'est ça le Japon aussi. Le Japon, c'est... je fais un long détour hein, pour revenir à cette histoire du Japon au sujet du film dont nous parlons, c'est-à-dire Akita, le merveilleux film de Yoshishige Yoshida. C'est aussi ça le Japon, c'est-à-dire cette espèce de... ça s'appelle le tabou. Hein. Il y a encore des tabous, quoi. Voilà. Mais après tout, c'est bien parce que, après tout, une société comme la nôtre, en France, où il n'y a plus de tabou, nous n'existons plus. Voilà. C'est pour ça que paradoxalement, j'aime beaucoup le Japon, à cause de ça. En France, il n'y a plus aucun tabou, c'est-à-dire qu'on peut insulter le président de la République, on peut dire que Chirac est un homosexuel et qu'il encule des cochons, etc., etc. Tout est possible, oui. Eh bien non, au Japon, ça ne serait pas possible. Et après tout, moi je pense que le Japon a raison. Il faut des tabous. Parce que sinon, voilà. Moi je sais, j'ai 63 ans et je deviens un vieux con. Ouais, je le sais bien. Bon, on revient au film alors. Pourquoi le film est si beau? Eh bien, pourquoi le film est si beau? C'est-à-dire que c'est Tristan et Iseult. Voilà, c'est Tristan et Iseult. C'est comment
le Japon redécouvre le mythe de Tristan. Tristan et Iseult, c'est en France, ou Tristan et Isolde, et c'est Richard Wagner. Tristan et Isolde, ou Tristan et Iseult. Et pourquoi ce film me touche tant? Eh bien, évidemment, c'est qu'en 1999, je suis allé à Bayreuth pour voir une magnifique mise en scène de Tristan et Isolde par Heiner Müller. Heiner Müller, qui est un des plus grands génies de l'histoire du siècle. Heiner Müller, c'est un des plus grands génies. J'en parlerai peut-être un tout petit peu plus tard. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et Heiner Müller a mis en scène ce Tristan et Isolde de Richard Wagner. Et quand j'étais à Bayreuth, il y avait 50% de Japonais dans l'assistance. Et je sentais, alors que je n'avais pas encore rencontré Tomoko, je sentais que, alors que 50%, il y avait 50% de Japonais chez les spectateurs de Bayreuth en 99, je sentais que j'allais tomber amoureux d'une japonaise. Voilà. Et bien après, vous comprenez pourquoi le film de Yoshida me touche tant, parce qu'il s'agit de Tristan et Isolde, et c'est je veux mourir avec toi. C'est cette histoire. C'est cette histoire. Et on revient à ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est-à-dire que c'est l'histoire du cinéma, quoi. C'est-à-dire que le cinéma vient de la mort. C'est-à-dire que quand le cinéma commence, c'est ce que disait Jean Cocteau, qui n'était pas faux d'ailleurs. Jean Cocteau disait au théâtre on joue, au cinéma on a joué. C'est-à-dire, on a joué. Et j'ajouterais on est joué, c'est-à-dire qu'on s'est fait refaire en quelque sorte. Voilà. On est joué, on a joué. C'est-à-dire que dès que le film est terminé, on est déjà mort. Et il y a une espèce de connivence entre le déroulement cinématographique, maintenant, bon, avec le numérique, c'est difficile de le comprendre, mais je pense toujours au déroulement de la bande filmique, la bande du celluloïd, cette espèce de sans arrêt. Et ce lien entre la mort et le cinéma. Et Luc Moulet, qui est pour moi un des plus intelligents cinéastes que je connaisse. Luc Moulet a bien compris ce rapport entre l'attirance de la mort et de la vie, et le cinéma, et c'est pour ça que j'ai mis très très longtemps à comprendre Luc Moulet, je ne le cache pas. Et pourquoi? Je peux le dire maintenant je peux le dire, parce que mes défenses sont un petit peu, voilà, j'ai moins de défenses, et je peux m'exprimer d'une manière un peu plus libre qu'avant. Je pense que Luc Moulet a bien compris à quel point le cinéma pouvait être libérateur, à quel point Luc Moulet était quelqu'un de beaucoup plus libre que des gens comme Jean-Marie Straub ou Jean-Luc Godard, qui sont des gens quand même, qui sont des gens barricadés par la morale et la pseudo-philosophie. Alors que Luc Moulet, je l'ai compris sur le tard, est un type qui
un type qui donne envie de vivre. Et moi, je trouve ça pas mal du tout, même pour être très franc, je trouve ça plutôt bien. Même, je dirais, très bien. Hein. Oh oui, même très bien. Oh oui, très bien. Très bien. Oh oui, très bien. Et puis, si tu veux, si on peut... parce que, tu vois, ce genre de phrases sont un petit peu nulles et en même temps... Bon, bref, on peut les changer en cours de route. Ça s'appelle de l'écriture, quoi. Ça s'appelle de l'écriture. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu ça que je voudrais dire. C'est que... Pardon. Tu vois, j'ai rencontré quelques personnes dans ma vie qui étaient un peu imbues d'elles-mêmes. Et moi, je trouve que Luc Moulet, eh bien, c'est un homme qui n'est pas imbu lui-même. Voilà, je trouve ça plutôt très bien, quoi. Voilà. Mais tu sais, souvent, comme on dit dans le film de Bresson, je crois que c'est dans Pickpocket, oh Jeanne, il m'en a fallu du temps pour aller jusqu'à toi. Bon. Eh bien, je dirais, oh Luc Moulet, il m'en a fallu du temps pour aller jusqu'à toi. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. Mais, ouais, moi, je veux dire, j'ai rencontré Luc Moulet, c'était en 1970, 10-11, je sais plus, au Festival d'hier, avec les deux, comment ça s'appelait, les deux, le film avec Jean-Pierre Léaud, là. Une aventure de Billy le Kid. Ouais, une aventure de Billy le Kid, voilà. Voilà, exactement. Merci, monsieur. Et moi, je te cache pas qu'à ce moment-là, moi, j'étais totalement désarçonné. Ouais. Ouais, à ce moment-là, j'étais Straub, machin, Boulet, Straub, Boulez, Michel Fano, machin, Marcel Hanoun. On va dire le film de Moulet, à ce moment-là, m'est passé, mais ah oui. Oui, tu oublies une chose, c'est que vraiment c'est un film d'extraterrestre. Ah bah alors tu me rassures. Ah bah là tu me rassures un peu alors. Parce que là, moi je veux dire, oui, ah bon, bah tu me rassures un tout petit peu. Alors. Donc tu veux dire que j'étais pas le seul alors? C'était, à mon avis, très difficile, disons, au moment où il a été fait, de comprendre les enjeux, de saisir le sens même du film. Je crois il fallait des années pour arriver à faire décanter les choses, pour essayer de comprendre où Moulet voulait en venir. Et je pense qu'à l'époque, qu'est-ce que tu en dirais maintenant, toi? Parce qu'à l'époque, si tu veux, il a été fait dans une période post-68 Hard. Exactement. Et donc c'était presque un film de hippie. Oui. Souviens-toi, si tu le regardais dans le contexte de l'époque. Très bien, absolument. Il s'agit de ça, oui. Avec le recul, les hippies, on oublie les hippies. Hein, il s'agit de ça. Mais en fait, lui, ce qui l'intéressait, je pense que lui, ce qui l'intéressait, c'était de filmer les montagnes. Bah oui, c'est une étude géologique de ces montagnes, oui. Bien sûr, nous sommes bien. C'est un film totalement autobiographique. Ce sont les montagnes de Luc Moulet. Nous sommes d'accord. Comme il y a les montagnes de John Ford. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça, bien sûr. Et évidemment. Et quel serait ton paysage, toi?
Moi, j'en ai plusieurs, c'est ça. La chance de Luc Moulet, c'est d'avoir un seul territoire. Tu vois. Non, mais c'est sa marque de fabrique. Tous les films de Luc Moulet, il n'y a pas un film de Luc Moulet où il n'y a pas une séquence qui se tourne là-bas. Là. Oui, alors que moi, je m'intéresse à différents territoires. J'entends bien. Le Morvan, le Bugey, le Morvan, oui. Ah, le Bugey, oui. le Vercors. Ah, bah là, c'est complètement différent. Oui, ce sont des lieux différents. Oui. L'Ardèche. L'Ardèche du Nord. L'Ardèche du Nord, très important, qui est très différente de l'Ardèche du Sud, qui est de type méditerranéen. C'est vrai. C'est d'ailleurs toi qui m'avais fait remarquer une fois que c'était au milieu de l'Ardèche que se situait la différence de la langue d'Oil et de la langue d'Oc, non? C'est possible que je t'ai dit ça, oui. Ouais. D'ailleurs, l'Ardèche est traversée par le 45e parallèle, entre parenthèses. Il y a une Ardèche du Sud et une Ardèche du Nord. Ça, oui, ça c'est certain. Ça, voilà, entièrement certain. Quand tu te trouves sur les plateaux du Vivarais, dans le nord, vers le mont Gerbier-de-Jon, le mont Mézinc, c'est pas du tout la même chose que quand tu te trouves dans le sud de l'Ardèche. Dans le nord, c'est plus des paysages qui ressemblent à la Norvège, et dans le sud, c'est plus des paysages qui ressemblent à l'Espagne ou à l'Italie. Mais tu sais, ce qui me... Enfin, je sais pas pourquoi je te sors ça. Moi, ce qui me frappe, c'est... Enfin, ce qui me frappe... Tu sais, c'est... Quand tu vas au cinéma, enfin, quand t'allais, maintenant, je sais pas, je vais plus au cinéma parce que les écrans... Tu sais, avant, quand t'allais au cinéma, il y avait une espèce de bandeau noir, quand même, autour de l'image. Autour de l'écran, oui. Et... Pas chez Langlois. Voilà, pas chez Langlois. Langlois, si tu te souviens, quand tu allais à la cinémathèque, hein, je suis sûr que tu y allais beaucoup plus que moi, l'écran était totalement intégré à quoi? Au blanc? C'était pas du blanc, hein. Je crois qu'il y avait des briques, quelque chose qui ressemblait... Ouais, hein. Mais enfin, en attendant, l'écran n'était pas cerné. Oui, oui. Et tu te souviens de ce que disait... On a demandé à Langlois pourquoi il avait fait un écran comme ça. Et qu'avait-il répondu? Il avait répondu, c'est pour projeter le Voyage en Italie de Rossellini. J'ai créé cet écran pour projeter Voyage en Italie. Est-ce vrai? Est-ce faux? Enfin, non, je sais qu'il a répondu ça. Oui, oui. Mais tu sais comment on dit en italien si non è vero è ben trovato. Si c'est pas vrai, c'est bien inventé. Bon, et il y a ma prostate qui me joue des tours, mon grand. Hein. Excuse-moi. Hein. Un jour, Gérard, tu m'as dit, tu m'as repris très justement d'ailleurs, parce que tu m'avais envoyé tes films sur les cérémonies de Burzet dans l'Ardèche. Voilà. C'est-à-dire que ça s'appelle comment ça Le s'appelle? film s'appelle 24 Passions. 24 Passions, voilà. C'est les passions, voilà. Et alors, bon, j'étais un petit peu maladroit dans ma réponse et tu m'as dit non, Vincent. Et là, tu as eu raison. Tu m'as dit non, c'est un film sur le temps. Et là, je te cache pas que là, ça m'a... Tu sais comment on dit vulgairement, ça m'a interpellé quelque part. Enfin, bon, bref. Oui, enfin, là, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant ce qu'il raconte là. Non, c'est pas un documentaire sur... C'est un film sur le temps. Ça, c'est pas mal. Ça m'a plu. Ta réponse m'a plu. Beaucoup. Non seulement ça m'a plu, mais ça m'a plu d'autant que
En quelque sorte, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, quoi, en quelque sorte. Je serais bien incapable de faire un documentaire. Voilà, exactement. C'est ça. D'ailleurs, en d'autres termes, ce mot ne veut rien dire. Voilà. Ce mot ne veut rien dire, quoi. Voilà. C'est un mot qui... c'est comme le mot juif, en quelque sorte. Ça veut rien dire. Nous sommes tous des fictionnels ou des ponctionnés. Bon, bah, enfin bref. Et Non, mais on est toujours dans l'histoire. On ne peut pas s'extraire de l'histoire. Et ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent s'extraire de l'histoire sont dans une illusion totale. Ouais. Ils ne sont pas dans une illusion totale, ils sont dans une mauvaise foi totale. Ils sont dans une mauvaise foi. Parce que, enfin, moi je préfère le mot. Enfin, toi tu dis illusion parce que tu es gentil, et puis moi je dis mauvaise foi parce que je suis méchant. Mais, ouais. Mais il y a une bassesse aussi. Enfin, bon, bref. Oui, il y a de la bassesse quand même. Il y a de la bassesse dans le mot. Et puis, pourquoi est-ce que ça fait 50 ans que ça dure, ce truc-là? Est-ce que tu peux... toi, tu dois pouvoir m'expliquer ça. Moi, je n'ai pas l'explication. C'est du documentaire ou c'est de la fiction? Voilà. Ça fait 50 ans que j'entends les mêmes questions. Alors moi, je dirais que ça fait un peu moins longtemps. Ça fait que depuis les années 80, avant, on ne posait jamais la question. C'est-à-dire que je pense que la télévision, les effets de la télévision ont provoqué ce type de questions, alors qu'avant, on ne se posait pas la question. Non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je pense que c'est pas la télévision, je pense que c'est le Centre national de la cinématographie. C'est le Centre national de la cinématographie qui nous a obligés à faire la partition entre, tu sais, rappelle-toi quand on dépose... Moi, maintenant, ça y est, j'ai baissé les armes, je ne dépose plus aucun projet au Centre national de la cinématographie. Mais, voilà, c'est un documentaire aussi, une fiction. Hein, t'appelais la nénette, là. Hein, la nénette. Alors, ben, Monsieur Nardin, faudrait savoir, hein. Alors, comment? Hein? C'est un documentaire ou c'est une fiction? Mais je sais pas. Alors, si vous savez pas, moi je sais pas non plus. Ouais. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai foutu le camp au Japon, parce que j'en pouvais plus. Ouais, mais là tu parles fiction documentaire, mais il y a encore pire. Aujourd'hui, il y a documentaire de création. Oui, il y a documentaire de création et encore pire, autofiction. Ah ben ça je savais pas. Ah ben je découvre tous les jours. Ah oui, alors là, la mode aujourd'hui, c'est l'autofiction. Mais je veux dire, autofiction, moi je connaissais ça en littérature. Oui, mais en cinéma maintenant. Ah bon. T'as un film à me... Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je peux pas... c'est une définition de cuistre, et donc je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Tiens, en parlant, oui. J'aimerais bien qu'ils voient un petit peu du Fritz Lang, tiens. Avant qu'ils voient du Cécile B2000. Parce que Cécile B2000, c'est bien. Mais toi, c'est là où tout à coup... pardon. C'est là où tout à coup tu vois que Luc Moulet, lui aussi c'est un dandy. Parce que ça, dire je veux réhabiliter Cécile B2000, c'est typiquement une phrase de dandy. Typiquement. Voilà, c'est tout, quoi. Donc, toi, même Moulet, c'est un dandy. Voilà, c'est tout. Oui, mais on parlait de Tristan et Iseux. Tu voulais parler de la mort, donc c'était par rapport à Mizoguchi ou Dreyer? Non, ma propre mort. Oui, Dreyer peut-être d'abord... j'ai pris conscience de ma propre mort en voyant le film de Godard où précisément il citait Dreyer. C'est curieux. Tu sais, quand on est jeune,
quand on est jeune, on n'a pas le sentiment de sa propre mort. Et c'est en voyant le film de Godard, bien sûr, ça s'appelle Vivre sa vie, bien sûr, avec Anna Karina, et c'est Anna Karina qui va au cinéma et qui voit le film de Dreyer avec Falconetti, et puis il y a le Artaud qui vient, qui dit je suis venu vous préparer à la mort. Voilà, avec le carton. Je suis venu vous préparer. Je suis venu vous préparer à la mort. Moi, j'avais 20 ans, quoi. Donc, eh bien, là, le sentiment de quelque chose qui arrive, une espèce de temporalité dans la biographie. Ah, voilà. Je suis venu vous préparer à la mort. Comme si il fallait toute une vie pour y arriver. Alors évidemment, moi j'étais assez choyé pour la mort, parce que comme il y a eu Auschwitz dans ma famille, je veux dire, moi, la mort. Je veux dire, moi j'ai entendu parler que de ça pendant toute ma jeune, toute mon enfance. La mort. Pouf, Auschwitz. Ça va. Bon, mais il arrive un moment, ça devient même abstrait. C'est-à-dire que c'est même plus soi, c'est même plus, ça n'appartient, ça devient presque du journalisme en quelque sorte. Et puis voilà, il faut un film, il faut un beau film, voilà, un beau film. Il faut un beau film comme celui de Jean-Luc Godard pour comprendre que la mort, c'est pas uniquement l'hystérie familiale, c'est aussi un apprentissage, une philosophie, un langage, une appréhension, voilà. Et ça, peut-être que ça c'est pas mal non plus. Godard n'a pas tout loupé, quoi. Et il y a quand même, maintenant ça n'existe plus, mais enfin, je sais pas si je sais pas si tu as eu ce sentiment-là. Quand on rentrait dans une, enfin, moi je parle de moi là, mais peut-être que c'est un sentiment un peu déplacé, je ne sais pas. Souvent, quand je rentrais dans une salle de cinéma, j'avais le sentiment de rentrer dans un cercueil, dans un tombeau. Surtout dans les petites salles de la rue Champollion. Là, ça me... Bon, après, voilà, bon, c'est tout. Donc, ouais, c'est ce côté un peu... Tu sais, il y avait une chanson de Graham Allwright, il s'appelait. D'ailleurs, c'était un bourguignon d'adoption. Bravo, monsieur. Je vois que nous sommes en terrain de connaissance. Et il avait écrit une très très jolie petite chanson qui s'appelait Les petites boîtes. Très étroites. Eh bien, il y a un peu de ça. C'est pas mal, tu sais. Tu vas réussir à me faire pleurer, hein, si tu continues. Parce que dans cette solitude dans laquelle on vit, Tomogo et moi, en fait, ta venue est une espèce de soleil. Enfin, bref. Ouais, tu vas me dire, oui, mais tu l'as fait exprès de t'enfermer dans cette solitude. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, tu ne sais pas la chance que tu as.
Parce que toi, tu as quitté Paris il y a plus de 10 ans. Ouais. Si tu voyais comment c'est devenu en 10 ans, tu aurais une crise cardiaque. Ah bah non, mais j'y vais, Oui, mais quand j'y vais une fois par an. Mais, oui, ouais. quand on y va, c'est pas la même chose que quand on y vit. Ah non, Tu non, aurais mais une crise cardiaque. Donc, mais tu as eu un pressentiment de venir t'installer ici. comment tu fais pour tenir alors? Ah ben moi, je vis... Parce que tu habites Montreuil. Oui, mais c'est la même chose, que c'est pire que Paris, je dirais. Ah bon? Non, non, je m'abstrais complètement, je suis dans mon intérieur. Oui, je tu vois, D'accord. je mène pas du tout une vie sociale. Hein, tu vois. Paris est devenu une non-ville, alors que c'était la ville. Jusqu'à une certaine époque, c'était la ville. Aujourd'hui, c'est une non-ville. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresserait, si ça t'ennuie pas de faire... En fait, ce que j'aurais voulu, mais on ne le fait pas, mais en même temps, on le fait un tout petit peu. Tu vois, j'aurais voulu aussi prendre ma caméra et puis te filmer en même temps que tu me filmes. Mais en quelque sorte, c'est la même chose. Eh ben, mon vieux, dis donc, tu m'en apprends tous les jours. Bah, toi. tu sais, regarde en Allemagne. Eh ben, mon vieux, dis donc, tu m'en apprends tous les jours. Bah, toi. tu sais, regarde en Allemagne. T'aurais dû le faire. Ben, tu l'as filmé, ça. Tu l'as filmé au moins. Celle-là a filmé. Ah ben, tu l'as filmé, hein. Ah ben là, c'est dans la boîte, hein. Ah ben, c'est dans la boîte. Là, on peut pas l'inventer, hein. Attends, je vais t'aider. Ah oui, s'il te Attends, plaît. ne bouge pas. Attends. Attends, passe Ah ben, tout va bien. Là, mon vieux, là, on a fait un film comique, là. Tu vois? Assieds-toi. Alors attends, je vais recadrer ça. T'es bon là? Ah, moi, je suis bon. Hein. Oui, mais non, mais ce que tu veux, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur l'histoire de la mort, quand même, parce que, mais enfin, je sais pas, peut-être que ça fait un peu, comment ça s'appelle, un peu téléphoné, j'en sais rien. Oui, mais remarque, téléphoner, c'est pas mal parce que tu sais, l'histoire de la mort avec le téléphone, la mort avec le téléphone, ça me fait penser à un type là dont on fête le cinquantenaire de la mort, qui s'appelle Jean Cocteau, là, le téléphone. Ah oui. Allô? Voilà, c'est ça. Allô, ma mort? Voilà. Moi, si tu veux, je sais Là, pas. tu parles du téléphone parce qu'on lui a appris la mort de Edith Piaf au téléphone, c'est ça? Non, pas du tout, c'était juste une image. Non, Ah, d'accord. mais c'est. Mais pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas? J'avais pas pensé à ça, mais l'image est belle aussi. Et c'est ça, le téléphone et la mort, voilà. Pourquoi est-ce que le téléphone... Voilà, je sais pas, c'est rien. Puis cette chanson de Claude François, je suis plutôt Pierre Boulez et Stockhausen, tu le sais très bien. Donc bon, je suis plutôt un type un peu comme ça, un peu emmerdant, chauve et sérieux et musique contemporaine et machin, et tout le monde dit ouais, il fait chier avec sa musique, etc. Ouais, mais moi j'aime beaucoup Le téléphone pleure de Claude François. Beaucoup, c'est une très belle chanson. Pourquoi Boulez a si peu travaillé avec le cinéma? Avec Claude François? Alors que par exemple Pierre Henry a travaillé pas mal avec le cinéma. Ah, excellente question. Excellente question. Je crois pouvoir te répondre. Je crois pouvoir te répondre. Je dis pas je peux te répondre, je dis je crois pouvoir te répondre. Parce que Pierre Boulez a une espèce d'autisme. Voilà. D'ailleurs, qu'il va payer cher après sa mort, ça je peux te le dire. Je pense que Pierre Boulez va le payer très très cher parce que Pierre Boulez a que j'ai un peu rencontré dans ma vie, un tout petit peu.
Pierre Boulez a une espèce d'autisme, une espèce d'autosuffisance, une espèce d'autosatisfaction, une espèce d'auto-réalisation, etc. Et donc, voilà, donc il a considéré que tout ce qui n'était pas sa propre musique était de l'ordre de... si, il a eu quand même, il faut reconnaître, il a eu quand même une... Mais ça s'appelle l'homosexualité. Il a eu de l'affection pour Patrice Chéreau. Voilà. Il a eu de l'affection pour Patrice Chéreau, mais il faut reconnaître que c'était assez rare, parce que pour que Pierre Boulez ait de l'affection pour quelqu'un, voilà. Donc là, il y avait le côté un peu... Mais tu veux dire le Patrice Chéreau théâtre? Patrice Chéreau metteur en scène, oui. Ah, d'accord. Non, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Et là, j'avoue que là, c'est la seule fois où j'ai vu Pierre... Tu n'étais pas venu au concert de Pierre-Henry à Dijon au début des années 70? Non. Non. Tu étais déjà à Paris? Oui, oui, mais j'aurais pu être à Dijon. Mais Pierre-Henry... Mais Pierre-Henry a... Si tu veux, comment te dire Pierre-Henry est plus foutraque. Il est plus foutoir. Et en même temps, c'est pour ça qu'il est très sympathique, quoi. Voilà. Pierre-Henry, c'est un grand foutraque. Alors que Pierre Boulez, c'est un Adolf Hitler de la carrière, quoi. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Pierre Boulez, il aurait tué Pierre et Paul. Ouais. Hein, Pierre et Paul. Bravo. Il aurait tué Pierre et Paul. Voilà, quoi. Bon, est-ce qu'il y a eu une rencontre Boulez-Straub? Bien sûr. Mais je te signale que dans ce cinéma, j'en parle. J'ai écrit un texte là-dessus, bien sûr. Ça a été épouvantable, ça a été une catastrophe. Hein. Au moment de Moïse Aron, oui. Oh là, ça a été catastrophique. Hein. Oui, bien sûr. C'était Michel Fano. Tu vois de Michel Fano? Très, très bien. Ouais. Qui collaborait notamment avec Rob Grillet. Dont l'intégrale de cinéma ressort en ce moment. Bravo, monsieur. Voilà. Eh bien, oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, moi, j'essayais de faire on dit aujourd'hui l'interface. Quel mot horrible. Bon, enfin, donc, en ce moment-là, je faisais le go-between, le machin, le groom, voilà, je préfère, j'aime bien ce mot, le groom. Tu sais, le groom qui appuie sur... bonjour madame, vous voulez aller à quel étage? Moi, je vais à l'étage Pierre Boulez. Touc. Bonjour monsieur, vous allez à quel étage? Moi, je vais à l'étage Pierre-Henri. Touc. Voilà. Bon, je faisais le groom, quoi. Voilà. Je faisais le petit groom. J'avais 20 ans, 20 ans, 25 ans. Voilà, pendant 5 ans, j'ai fait le groom, donc précisément, dans ce dont tu me parles, évidemment, il y a eu une rencontre entre Pierre Boulez et Jean-Marie Straub, et ça a été l'apocalypse, parce que Pierre Boulez considérait que... Ah, alors maintenant, je me souviens plus bien, parce que il considérait... Qu'est-ce qu'il reprochait à Moïse Aron, d'ailleurs? Ouais, je me souviens plus bien. Enfin, écoute, maintenant je vais reprendre avec mes propres souvenirs. Tu l'as un tout petit peu en mémoire, Moïse Aron? Oui. Hein? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais... Ouais. Eh bien, tu vois, en fait, ce qui intéressait Straub dans Moïse Aron, c'est pas du tout la musique de Schoenberg. Pas du tout. Mais Straub est un fou furieux, quoi. Pas du tout. La musique de Schoenberg, il l'a prise en écharpe, voilà. Comme notre ami Dominique Noguez, il a une expression qui s'appelle comment elle s'appelle l'expression Dominique Noguez? En bandoulière, voilà. Voilà, c'est ça. Eh bien, Straub, il a pris la musique de Schoenberg en bandoulière. En fait, ce qui l'intéressait, c'était le texte. Ce qui l'intéressait, Straub, dans le Moïse Aron de Schoenberg, c'était, il voulait régler son compte avec le peuple juif, enfin non pas avec le peuple juif, avec l'État d'Israël.
c'est ça que Straub voulait faire. N'oublie pas que en ce moment, à ce moment-là, quand Straub a fait le film 1974, nous étions un an après les attentats de... Non, je crois que c'était même la même année, de Munich. Munich 72. Munich 72, donc un an après. Bon, merci monsieur. Tu vois, voilà, parfait. Donc toi, nous sommes dans les mêmes années. Et Straub, à ce moment-là, quand il veut faire Moïse Aron, il veut faire un film pro-palestinien. Voilà, c'est tout. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. La musique de Schoenberg, il n'en a rien à fiche. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui. Mais je suis le premier désolé parce que j'ai aimé Straub, mais je suis désolé de me rendre compte que c'est un type qui m'a berné pendant toute ma vie, quoi. Voilà. J'ai été berné. Voilà, c'est tout, mais c'est très bien. Après tout, il vaut mieux s'en rendre compte avant de mourir, parce que, voilà, on reparle de la mort. Parce que il eût été dommage que je ne m'en rendisse pas compte avant ma mort. Bon, au moins, avant de mourir, je me suis rendu compte que je me suis fait berner pendant toute ma vie. Mais ça, c'est bien, voilà, je me suis fait berner. Voilà, j'ai été berné. J'ai été berné. Ben, c'est pas mal, c'est très bien. Bravo Jean-Marie, tu es très fort. Voilà. Mais il en a berné plus d'un comme ça. Et je ne suis pas le seul. Mais tu t'es rebiffé. C'est ton mot, oui. Je me suis pas rebiffé. Oui, je me suis rebiffé. Je me suis rehaussé. Rebiffé, oui, rebiffé, j'aime bien le mot rebiffé. J'aime bien le mot rebiffé, remarque, parce que, tu sais, il y a le mot biffé, il y a le mot je rature. Voilà, le mot rebiffé, j'aime bien quand même. Et puis, tu sais, il y a aussi quelque chose d'assez joli dans le mot biffé, enfin, dans l'onomastie, enfin, dans l'image sonore. Euh, Tu sais, le bif, bon, maintenant ce sont des mots que personne n'emploie plus. Le biffin. Le biffin, c'était le soldat, le piou-piou, le soldat. Tu sais, le petit soldat, le crétin, le soldat, là. Le soldat qui fait son service militaire, voilà. Alors voilà, eh ben voilà. J'ai été le petit soldat. J'ai été le petit soldat de Jean-Marie Straub. Voilà. J'ai été son petit soldat. Voilà. Et puis c'est tout. Puis il arrive un moment, eh ben, on dit ciao, bye bye, quoi. Mais le petit soldat, c'était un joli film aussi. C'était pas mal. Bon, c'était même bien. Enfin, moi, si tu veux, moi je pense que c'est Alphaville le plus beau film. Parce que c'est là où il a compris que en fait tout ça c'était du fantôme et de l'horreur et la mort, quoi. Parce qu'en fait dans Alphaville il parle que de la mort. Hein. De la mort et la mort et l'amour. On revient à Tristan et Isolde. Tristan et Isolde si on parle en Wagner, ou Tristan et Iseux si on parle en français. En fait, Alphaville parle de cette étrange volonté de réinventer, comment dire, je t'aime. Comment pouvoir dire avec des mots nouveaux, je t'aime. Comment avec quels mots pouvons-nous dire encore je t'aime? Comment, par exemple, puis-je maintenant dire à 7 heures précises à Gérard Courant, je t'aime?
Là, on fait un cinématon, hein, sans Catherine Bonin. Hein? On fait un cinématon en ce moment, mais sans Catherine Bonin. Ouais. Oui, parce que, pour être très franc avec toi, je l'aime. Enfin, c'est pas à moi de juger. Je l'aime pas trop le cinématon à Catherine Bonin parce que je le trouve un peu frelaté. Bon, je sais bien, je regarde dans les machins, dans le machin, comment ça s'appelle, Internet et compagnie. Bon, ça plaît tout le temps parce qu'il y a une nénette qui montre ses nichons et puis moi je suis. Bon, etc. Et puis je lui lèche les nichons. Bon, ça plaît tout le temps. D'accord, ok, très bien, parfait. Ça plaît tout le temps, tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Certainement. Oui, mais je crois on a fait des choses mieux que ça quand même. Parce que c'est pas ce qu'il y a eu de mieux. En fait, il me semble, pardon, il me semble que ce qui était bien en fait c'était le lieu de notre rencontre. Là, chez la Gaumont, machin, etc. Mais le cinématon lui-même, moi, je le trouve pas très réussi. Je le trouve un peu cheap, un peu. Ouais, bon, enfin bref. Enfin, il est un peu adolescent, quoi. Enfin, il est pas mal, mais moi je trouve que voilà, c'est ça, c'est pour ça que je parle de la mort là, parce que je trouve que voilà, et Straub avait raison d'ailleurs, parce que au même moment où quand on filmait ton cinématon là, euh, à ce moment-là, j'étais un tout petit peu comme ça, parce que j'étais l'assistant de Piala, et puis Straub était un peu jaloux, pourquoi, j'en sais rien. Et il m'a dit des années plus tard, oui, à ce moment-là, t'étais complètement mondain. Pas du tout, j'étais pas du tout mondain. J'essayais de survivre comme toi, voilà, bon, j'étais pas plus mondain qu'aujourd'hui, simplement. J'essayais de mettre un pied devant l'autre, quoi. Mais bon, ce pauvre Straub, il a jamais compris que j'étais. Le pauvre Straub, il a jamais compris que j'avais toujours un pied devant la tombe. C'est pour ça que je vais toujours parler de la mort, parce que Straub, il a jamais compris que je viens de la mort, que je viens de la mort, quoi. Alors que Straub, il vient de la. Il dit non. Enfin, you know, quand je dis you know, parce que je parle en anglais avec Tomoko, euh, il a jamais compris ça, Straub, quoi. Il a jamais compris que je viens de, que je si je bois comme un trou, c'est que si je bois comme un trou, c'est que je viens de la mort. Et ça, il peut pas comprendre ça. Pourtant, il boit comme un trou aussi, lui. Alors, bon, donc, il devrait le comprendre, logiquement. Ben non. Bon, enfin, bref. Hmm. Enfin, allez, parlons d'autre chose, quoi. Hmm. Ouais. C'était pas une mauvaise bête. Non. Non, c'était pas une mauvaise bête. C'était pas une mauvaise bête. Putain. C'était juste un. Moi, je pense que c'était un. C'est pour ça que je reproche à monsieur Xavier Dourou qui m'a produit, enfin produit, qui m'a publié mon bouquin. Moi, j'aurais voulu que le bouquin s'appelât, hein, accent circonflexe T, juste voulu que ce bouquin s'appelât Les Huyets. Voilà, bon, c'est tout. Voilà. Ça c'était mon titre. Bon, c'est dommage. Et voilà, Les Huyets, pas les Straub, Les Huyets. Bon, et.